Alors, comme vous pouvez le voir, François n'est pas là cette fois-ci. On a réussi à s'en débarrasser. Oh! Juste une parenthèse avant de commencer. Si j'ai une calotte, c'est parce que j'ai des cheveux un matin que je suis rien capable de faire. Fait que c'était ça ou une tuque avec un pompon. Alors, ça m'aurait pris quelque chose. Moi aussi, il me semble que mes cheveux sont horribles un matin. J'ai eu de là, j'ai me battre avec ça un matin. Bonjour Lydia. Bonjour Christian. Ah, on est juste nos deux. Ça fait spécial. Oui. Donc, on va commencer. Lundi, on a annoncé que c'était le retour de la guinguette chez Edmond. Hey, ça, il faut que tu m'en parles parce que j'ai rien que le mot prononcé, le mot guinguette, j'ai eu de la misère. OK. Une guinguette, en fait, c'est un bar extérieur, éphémère, où les gens viennent pour consommer de l'alcool, pour danser, s'amuser. Et la guinguette chez Edmond, il y a des spectacles vraiment durant tout l'été, les jeudis et vendredis à la presqu'île du lac Ossisco. OK. Puis le but, c'est vraiment d'avoir du fun tous ensemble. C'est sûr que ça a été plus compliqué avec la pandémie des dernières années. Donc là, on a un beau retour du concept cette année. Hey, je suis curieux d'aller faire un tour éventuellement. Là, pendant le spectacle, H2O. Oui, H2O a annoncé les personnes qui feraient les premières parties des spectacles et la programmation aussi. Et donc, on a fait une entrevue avec Laurence Douard, Guillaume Laroche, Elliott Paquette, qui sont des artistes, des auteurs, compositeurs, interprètes de la région, qui ont tous dans la vingtaine, ils sont jeunes, ils sont dynamiques. On va regarder ce qu'on a préparé pour vous. Regardez, pour me rappeler que je suis chanceux, d'amour c'est peut-être plus le plus beau, mais c'est le plus vrai. Chaque jour je te regarde me regarder, puis te rappeler que t'es chanceux, ce que j'ai pas perdu, ça c'est sûr, c'est le goût de t'aimer. Là, je sais que tu avais travaillé avec un autre artiste en 2021. Je ne veux pas mal prononcer son nom. Je ne sais pas si c'est Shawnee. Exact. Ben, en fait, Shawnee Jacques Godard, de son nom de scène, Shawn. Alors, t'as tout bien dit. Oui, en fait, Shawnee qui est sur mon projet solo, en fait, c'est le drummer du band. Donc, moi et Shawnee, on est comme ça, là, on est très, très, très souvent en collaboration, autant pour ses chansons à lui que les miennes. Shawnee va aussi sortir un album durant l'année 2022 sur lequel j'apparais beaucoup. Et c'est lui qui a fait toutes les percussions sur mon album à moi. Donc, c'est beaucoup de donnant-donnant. On fait beaucoup les projets ensemble l'un l'autre. Et je pense qu'à quelque part, ça nous propulse. Et comme on a deux styles complètement différents, je pense qu'en plus de se compléter, on ajoute à l'autre. Toi, tu es vraiment très habile avec les mots. Je pense notamment à ta chanson Écran vert que j'ai trouvé vraiment magnifique. Ce qui me revient tout le temps en tête, c'est le bout pour une raison que j'ignore, je l'ignore. Tu joues avec les mots. D'où te vient cet amour-là pour la langue française? Ça vient de loin, cet amour-là, parce que, en fait, quand j'étais adolescent, moi et mes amis, on écoutait beaucoup de rap. Je pense que vraiment, là, les mots, l'amour des mots me vient du rap parce que adolescent, moi et mes amis, on écoutait les albums qui sortaient de rap québécois, entre autres, un petit peu de rap européen aussi, et on prenait tout le temps d'analyser les textes des rappeurs, d'analyser les jeux de mots, puis on avait vraiment plaisir à se relancer la balle puis à faire comprendre quelque chose que l'autre n'avait pas compris. Puis je pense que quelque part, c'est ça qui m'a amené à m'intéresser autant que ça au français, aux mots. Et de fil en aiguille, j'ai fini par moi aussi commencer à essayer d'écrire. Et de plus en plus, j'ai commencé à composer. Puis à force de composer, je pense que ça m'a juste encore plus donné cet amour-là pour les mots. C'est aussi ce qui a fait en sorte que je suis allé étudier en enseignement du français, je pense. C'est parce que
à quelque part, même si je n'enseigne pas et je ne sais pas si je vais enseigner un jour, mais de transmettre cette passion-là pour les mots, je pense que ça prend quelqu'un qui est passionné par les mots. Ça fait que je trouve ça intéressant de redonner à la jeunesse. Puis quand je vois un jeune qui tripe sur soit une chanson que j'ai chantée quand je suis allé dans sa classe, soit une chanson qu'il a entendue quelque part ou sur des explications que j'ai données, ben, c'est là que tout prend son sens, je trouve, parce que je peux redonner à la jeunesse ce que moi, j'ai pu vivre là, quand moi, j'étais adolescent. Toi, dans le fond, tu as commencé à faire de la musique dès que tu étais vraiment très jeune. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance par rapport à la musique? Ouais, ben en fait, depuis le plus longtemps que je me souviens, là, il y a de la musique autour de moi. Fait que, tu sais, il y a des photos, en fait, récemment, justement, j'ai vu, ma mère, elle m'avait envoyé des photos de moi, je rampais par terre, puis il y a ma soeur en arrière qui est en train de pratiquer son violon. Fait que, tu sais, mon frère, ma soeur, mon père, en fait, c'est tous des musiciens. Ma mère est illustratrice. Donc, c'est ça. Je suis entouré, en fait, de gens très artistiques. J'ai commencé en fait à jouer du piano depuis, je dirais peut-être l'âge de 5 ans en fait, là, sur un petit cossin là, en fait. Puis à un moment donné, j'ai fini par. Ma mère elle m'a acheté pour Noël un autre clavier plus performant. Puis je pense que c'est à l'âge de 10 ans que j'ai eu ma première guitare. Comme mon père m'a acheté ma première guitare que j'ai laissée dans un garde-robe pendant, je pense, 3 ans, jusqu'à temps que je déménage au Témiscamingue. Où là, j'ai rencontré justement, en fait, les gars avec qui j'ai fait, on a parti nomade. C'est ça, c'était avec eux, c'est vraiment avec eux autres que ça a ravivé la flamme, en fait, pour la guitare, là. Ou du moins l'avoir parti, parce qu'elle n'était pas vraiment là au départ, là. Mais, ouais. I'm not quite sure. Non, ça n'a pas d'allure. Je suis perdu et ça perdure. Should I stay or should I go? Guess I don't know. Le monde est à l'envers. Je n'y vois plus clair. J'ai besoin de retrouver la lumière. My world is upside down. Can't see clear no more. Need to go back the way it was before. Tu as sorti une chanson récemment, Upside Down, si je ne me trompe pas pour le titre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette chanson-là? Oui, ben en fait, Upside Down, c'est clair que ça parle un peu de ce qu'on a vécu dans les dernières années avec, malheureusement, le sujet qu'on sait tous, on est tanné d'entendre. Puis, donc, c'est ça. Puis, ça parle en fait de vraiment réapprendre à faire confiance. T'sais, après toute la méfiance qu'on a eue, autant, tu sais, dans plein de domaines, dans plein de choses qu'on n'était pas sûrs, de trop de qui croire, de qu'est-ce qui se passait, tu sais. Donc, c'est vraiment ça, tu sais, de réapprendre à faire confiance, là. C'est ça que ça parle dans Upside Down. Puis, c'est ça. Puis, je pense que, en fait, je suis vraiment contente du résultat aussi du clip qu'on a fait avec Bojo Film. Je sais pas si tu l'as regardé, là, mais je l'ai regardé. C'est du monde de Amos, donc c'est vraiment cool. Là. Ça fait 4 vidéos que je fais avec eux. Là. Ça va bien. On a du fun en masse ensemble. D'où vient ce partenariat-là avec Bojo Film? En fait, ça a commencé... Je pense, si je ne me trompe pas, oui, ça a commencé avec une de mes compositions qu'on a fait, là, Vieux Canot, chanson en français que j'ai faite. Puis c'est mon premier vidéoclip que j'ai fait à vie, en fait. Puis c'est avec eux que je l'ai fait. Je me suis dit, c'est parfait. Tu sais, j'avais entendu parler de Bojo Film, puis je voyais ce qu'ils faisaient. Je trouvais ça super bon. Fait que je me suis dit, let's go, mon premier clip, on le fait avec eux. Puis je me suis dit, pourquoi changer une recette gagnante? Donc, j'ai continué, bien sûr, à faire les autres vidéoclips avec eux. Je suis bien contente. Tu chantes depuis que tu es toute petite, tu as vécu dans une famille de musiciens. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance? Oui, bien c'est ça, tu sais, moi, un petit peu mon parcours, c'est sûr que, tu sais, j'ai commencé à chanter avec mon papa quand j'étais toute petite, là, j'avais comme 4-5 ans. Donc, c'est sûr que j'ai baigné beaucoup dans la musique, tu sais, j'ai commencé le resto-bar, justement, à Amos, les restos au château, justement, là, à 8 ans. Donc, c'est sûr que, tu sais, j'ai tout le temps été pas mal dans la musique, puis, tu sais, c'est vraiment une passion pour moi. Puis le fait de déménager vers Montréal, dans le coin de Montréal, pour vivre de ma passion, tu sais, je pense que, oui, c'était un gros move, comme je dirais, là, mais tu sais, c'est sûr que ça m'a tellement apporté des belles choses, tu sais. Malgré que je m'ennuie de l'Abitibi, c'est bien certain, là, tu sais. J'aimerais bien ça pouvoir être là l'été, être avec ma famille, même, tu sais, puis avec ma gang, mais bon,
je suis sur la route un peu partout au Québec, tu sais. Oui, ben ça paraissait dans la chanson Bye Bye Abitibi que ton Ouais. te manquait un petit peu, là. Oui, puis justement, en parlant de chansons, j'en ai écrit une nouvelle. En fait, j'ai une nouvelle chanson qui va sortir sur mon EP. Ça s'appelle D'où je viens. Ça, pour vrai, c'est un petit peu plus pop-folk, comme je le disais, là, mais ça l'illustre tellement bien, mon déménagement justement vers la grande ville, puis que ça me manque. T'sais. Donc, c'est une autre chanson aussi que je pense que ça va aller toucher plusieurs personnes qui ont dû quitter leur coin de pays. Là. Électrification à Kitikisakik. Hey, je ne sais pas, j'ai encore de la misère. Puis ça, c'est une affaire, on va se le dire. Moi et Lydia, dans la première émission, on avait dit qu'on était supposé recevoir éventuellement à travailler sur le langage, sur... Oui, puis ça, je garde en tête que ça va être important d'avoir un invité autochtone pour nous parler de l'écriture et de la prononciation. Surtout la prononciation. Parce qu'en tant que journaliste, tout ça, c'est correct quand on le fait en médias écrits, on réussit à s'en sortir. Mais pour le dire, on a besoin de guides. Donc, électrification de Kitikisakik. Ben, le 2 mai dernier, il y avait quand même des personnages importants, dont Ghislain Picard, le grand chef Québec-Labrador. On avait Yann Lafrenière, ministre Yann Lafrenière. On avait la PDG d'Hydro-Québec et le chef de Kitikisakik qui était sur place. C'était quand même un gros événement parce que cet endroit-là, c'était un des endroits où les gens vivaient, mais sans électricité. On est en 2022, on s'entend, là, que... Et là, ils vivaient, eux autres, dans des conditions, c'est-à-dire avec des génératrices, et tout ça, peut-être des douches collectives, etc., etc. Là, c'est quelque chose qui va s'installer, l'électricité. Alors, on dit d'ici 2025, écoutez, Ghislain Picard a même fait remarquer que c'est la première fois dans sa vie qu'il voyait ça, la PDG d'Hydro-Québec sur place en compagnie du chef de Kitikisakik. C'est vraiment un événement spécial qu'on a eu droit au courant de cette journée-là. Et ensuite, éventuellement, on parle éventuellement de l'eau potable, etc. Le village de Kitikisakik comme tel, qui n'est pas une réserve, va éventuellement déménager. Mais c'est pas grave. En attendant, on va quand même électrifier l'endroit. Et éventuellement, l'électrification va suivre le déménagement. Alors, c'est parce que si on parle, c'est en bordure du lac d'Ozois, il y a des inondations, alors, quand même, à suivre, c'est d'ici 2025, l'endroit devrait avoir de l'électricité normale, un peu comme tout le monde, dans le fond, là. Et si on parle d'Autochtones, ici à Picogan, il y a un projet qui a été fait en concertation avec la ville d'Amos qui s'appelle Agnisibi et non Agnisipi, même si ça s'écrit comme ça. Oui. En fait, c'est une espèce de parc thématique où on va avoir des projets qui entourent l'eau pour montrer l'importance de l'eau dans la communauté autochtone, mais aussi pour nous en tant qu'Amosois. Donc, il va y avoir un puits, un projet qui s'appelle La Plage. Il va y avoir un projet au refuge Pajot et un tipi aussi à Picogan. Okay. Donc, ça va être des projets plus artistiques un petit peu, là, avec de la lumière. Dans le fond, c'est vraiment interactif avec les gens. Là. Je sais que ça avait été présenté à l'automne dernier, là, un gros projet, puis tout ça. Alors là, c'est en train de se développer tranquillement. Puis on a quand même reçu 2 millions du gouvernement du Québec pour pouvoir investir dans ces projets-là. Donc, ça devrait être assez grandiose. Oh, ben oui. Présentation de la culture philippine à Santerre. Oui, parlant de culture. Ça, c'est intéressant. On a, parce que produits forestiers résolus, on s'entend qu'en Abitibi, on a le manque de main-d'œuvre, on a une pénurie, bien sûr, on a une démographie. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que produits forestiers résolus à Santerre ont décidé de faire venir des Philippins. Et ça, la présentation que je suis allé voir ce lundi soir-là, c'était justement pour démontrer que, écoute, on ne les fait pas arriver comme ça, puis gars, vous êtes dans un nouveau pays, puis vous vous démerdez avec votre job, là. C'est vraiment, nous autres, on nous les a présentés. Tu sais, je veux dire, bon, ils n'étaient pas là en passant, les personnes n'étaient pas sur place. Mais on nous a expliqué un peu la culture, puis tout ça, un peu de préparer à la population, que éventuellement, c'est parce que là, il y a 14 qui sont arrivés,
et ils vont être 20 en tout. 20 travailleurs de produits forestiers résolus, mais ce qui va arriver éventuellement, c'est leurs familles, leurs femmes, leurs enfants et tout ça. Donc, écoute, ça fait quand même, si c'est pas, ça fait quand même 50, pas loin de 50 personnes de plus qu'il va y avoir dans la municipalité. Et c'est un peu pour nous expliquer aussi que, écoute, on lui donne une certaine... Résolu la ville, travaille à lui donner une certaine aide. Parce que, écoute, s'habituer à l'hiver, eux autres, là, quand les 2 premiers sont arrivés, il faisait moins 40. Là. Alors, c'est tout ça, là, comment le démontrer, parce que, écoute, des bottes d'hiver, des manteaux d'hiver, ils n'ont pas ça aux Philippines. Mm-hmm. Alors, c'est un peu montrer aussi, expliquer la culture, tu sais, à eux, ils font un peu de la même façon à nous expliquer ce que nous autres, comment est-ce qu'on est. Et nous autres, on nous a comme expliqué, eux autres, qu'est-ce qu'ils sont. Mais on voit qu'il n'y a pas une grosse différence avec les Philippines. Sauf la différence, c'est qu'on s'entend que nous autres, on est là, sur la carte, et les Philippines sont complètement à l'opposé. Mm-hmm. Donc, c'est la place la plus loin de chez nous. Alors, c'est ça, c'était une présentation donnée par M. Pierre-Yves, je n'ai pas pris en tout cas, Pierre... Mais je pense que c'est pas noté, en fait, le nom de la personne. J'ai oublié de le noter. Bref, c'est un beau projet. Et ici, dans la MRC Abitibi, on a aussi un projet d'intégration pour des nouveaux arrivants. Ben c'est ça, avec le MRAR, en fait. Le but, c'est de faire un jumelage entre un Amossois et une personne soit immigrante, soit qui vient d'une autre région du Québec ou ailleurs au Canada, pour que la personne s'intègre mieux dans son milieu, qu'elle se fasse des amis. C'est notre nouvelle réalité. Exactement. Mm-hmm. Des nouveaux arrivants, il y en a de plus en plus. Et d'ailleurs, le MRAR est toujours à la recherche de personnes souhaitant s'impliquer pour le jumelage parce qu'il y a beaucoup de demandes d'immigrants et on n'a pas assez de monde pour toutes les accueillir. Mm-hmm. Donc, c'est important qu'on ait des gens qui se proposent pour pouvoir leur montrer un peu la ville d'Amos, leur faire découvrir les choses. Mais il précise bien dans l'entrevue que c'est pas une relation de mentorat, c'est vraiment une relation d'égal à égal, une relation d'amis. Oui. D'ailleurs, on va voir l'entrevue tout de suite. Manuel Salois, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de ce que vous faites, un programme de jumelage avec le MRAR. Pour commencer, pouvez-vous nous parler un petit peu, c'est quoi le MRAR? Bien sûr. En fait, le MRAR, c'est un organisme à but non lucratif qui se trouve à avoir plusieurs chapeaux, donc plusieurs mandats, dans le sens où tu as parlé de jumelage, mais il y a aussi dans le terme de l'immigration, il y a aussi des activités réseautage, qui est plus la partie de Salois, en fait. Là. Des activités interculturelles. Exactement. Des activités interculturelles de réseautage. Et puis, le MRAR, en fait, comme je disais, a plusieurs chapeaux. C'est-à-dire qu'on va prioritairement de venir en aide aux jeunes de 16 à 35 ans, que ce soit dans un but de retour aux études, de retour au travail ou simplement pour se structurer un petit peu. On a aussi des intervenants, en fait des travailleurs de rue, qui vont venir en aide avec les gens en milieu dans le milieu de la rue tout simplement, qui vont aussi faire affaire avec des gens qui ont des problèmes au niveau de la santé mentale, des gens qui ont des problèmes de consommation. Vraiment, c'est vraiment très large à ce moment-là, ce que le MRAR peut offrir comme service. Nous, moi et Salois, ainsi que trois en fait de nos collègues aussi, on fait partie de l'équipe d'attraction et de rétention, c'est-à-dire que c'est un peu notre mandat d'attirer des gens dans la région, de leur montrer pourquoi c'est bon de vivre en région, toutes les richesses que notre territoire a à offrir, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau du système de santé. Il y a beaucoup de plus à vivre en région éloignée, ce qui est un peu difficile à comprendre pour les gens qui arrivent, par exemple, d'un autre pays puis qui s'établissent à Montréal, dans la métropole. Ensuite de ça, de voir le pourquoi j'irais m'établir dans une autre région, c'est pas évident. Donc, pendant des sorties, des salons de recrutement, qu'on appelle, mais plus souvent qu'autrement, des salons d'embauche ou des salons d'immigration, nous, on va aller représenter vraiment la MRC pour donner envie aux gens, donner les plus, comme j'ai dit tantôt, pour qui viennent s'établir ici, dû à un manque de main-d'œuvre assez criant, en fait, en région, qui est encore plus vrai ici parce qu'encore une fois, on est une région éloignée, les gens sont plus réticents à l'idée de venir en région. Donc, on met un peu en valeur la MRC d'Abitibi pour avoir plus de main-d'œuvre à ce moment-là.
Et d'ailleurs, Salwa, toi-même, tu viens du Maroc. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Bon, je m'appelle Salwa Rabah, je suis agent d'attraction et de rétention pour l'EMRAR au niveau PAC, c'est-à-dire Programme d'appui aux collectivités. Donc, je suis aussi au nouvel arrivant. Ça fait 9 mois que je suis ici au Canada. D'après 2 mois de mon arrivée ici au Canada, j'ai commencé à travailler avec le MRAR, avec mes difficultés de français. Le français, c'est pas notre première langue. Avec les difficultés de comprendre l'accent québécois, lexique du Québec, c'est très différent pour nous. Mais grâce à MRAR, ils ont bien m'intégrer, ils ont bien me compris aussi, ils ont bien m'aider et me donné l'opportunité de travail aussi. Donc, c'est son mandat, c'est l'intégration. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi. C'est pas une réussite à 100%, mais je suis un exemple d'une immigrante ou bien d'une nouvelle arrivante qui est en cours de réussite. Ben, je trouve en fait que tu parles très bien français. Non, merci, c'est gentil. Et toi, tu as commencé à travailler au MRAR encore plus tard, donc il y a seulement 2 mois, c'est ça? Exactement, exactement. En fait, c'est vraiment une opportunité qui est tombée du ciel, dans le sens où j'ai travaillé dans plusieurs domaines différents, que ce soit la restauration, le domaine minier, forestier, et puis suite à une remise en question sur ma vie, j'ai pris la décision d'écouter puis de me rapprocher de mes valeurs, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai voulu retourner à l'école, puis au Macadam ici à Amos. Et donc, en rencontrant la responsable de l'orientation, elle m'a mis en contact avec le MRAR. Parce que, puis c'est drôle, hein, parce que tout ce qu'on fait dans la vie finit par nous suivre. Et elle, cette femme-là, je l'avais servie souvent au restaurant auquel je travaillais. Et puis, elle m'avait déjà dit, puis encore une fois, elle de s'excuser à toutes les fois qu'elle me le disait, mais que je gaspillais mon potentiel. Et donc, puis on trouvait ça drôle qu'on se retrouve après 6 ans sans s'être vu ou quoi que ce soit. Donc, elle m'a mis en contact avec le MRAR, en fait. Puis, j'ai rencontré le patron, en fait, André. Et puis, lui, suite à une rencontre, suite à une entrevue, si on veut, a pris la décision de m'engager vraiment pour un nouveau mandat auquel le MRAR a été attribué. En fait, là, on a attribué un nouveau mandat au MRAR qui se trouve à faire du jumelage interculturel. Donc, à ce moment-là, c'est tout nouveau pour moi, mais c'est un tout nouveau mandat. Donc, on apprend du début, puis ça se passe vraiment très bien parce qu'on est une super belle équipe avec des capacités très distinctes, parce qu'on offre aussi beaucoup de services distincts. Donc, on manque pas d'aide. Puis un peu comme Salwa, dans le fond, c'est vraiment une intégration pour moi dans un milieu qui est totalement nouveau. Fait que vraiment, là, c'est pour ça qu'on fait une belle équipe. Je pense, moi et Salwa, à ce moment-là, c'est le fait que tous les deux, on sort de des milieux différents, puis on se comprend un peu dans notre incompréhension, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Là, tu as parlé de jumelage interculturel. Exact. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça, écoute, c'est vraiment simple, ça mange ce que tu y donnes. Dans le sens où, puis c'est une belle façon que tu l'as amené parce que souvent quand on parle d'implication communautaire ou bien de bénévolat, on entend quelque chose de lourd, quelque chose de demandant au niveau de notre propre temps. Quand le jumelage, c'est pas le cas, absolument pas. Le jumelage, j'aime dire que c'est se créer un ami d'ailleurs, dans le sens où, par exemple, moi et Salwa, on est jumelés et puis on a toutes les deux des points communs. Parce que quand on jumelle 2 personnes ensemble, on prend pas Pierre puis Jacques parce qu'ils ont les mêmes couleurs de yeux. C'est vraiment, on y va sur des points d'intérêt communs. On a une liste de données de personnes. En fait, on a besoin de plus de personnes aussi pour justement répondre à cette demande grandissante-là d'immigrants. Et puis, on y va avec des points d'intérêt communs pour qu'il y ait une certaine chimie entre les 2 participants. Ce que ça consiste, en fait, c'est super simple. Par exemple, à la fête de la Saint-Jean-Baptiste, tout le monde fête ça au Québec, mais personne ne le fait de la même façon. Donc, mais j'ai toujours vu un feu puis du barbecue à Saint-Jean. Donc, mais les nouveaux arrivants n'ont pas nécessairement eu la chance de vivre ça ou de voir cette fête-là. Donc, ce que le jumelage propose, c'est d'inviter son jumeau à des activités quotidiennes. Par exemple, la Saint-Jean-Baptiste, on fait une fête, on invite notre jumeau à venir puis à apprécier un peu cette fête-là. Si on veut rajouter un petit peu de saveur ou de couleur dans ces activités-là, ce qu'on peut faire, c'est de faire un événement potluck, puis Salwa amène une recette chez moi, puis
certainement qu'on n'aura pas fait le même plat. Écoute, c'est sûr qu'elle ne me fera pas un ragoût de boulettes à ma grand-mère. Là, tu sais. Ça va être quelque chose de différent. Donc, ici, on vient parler d'élargir sa culture, d'élargir ses horizons, vraiment. Puis, ça s'applique surtout. La marche après souper qu'on fait le soir avec les enfants, ben il n'y a rien qui nous empêche d'inviter notre jumeau à venir la faire avec nous, cette marche-là. Donc, c'est vraiment... C'est de garder en tête que le jumelage, c'est vraiment sur une base d'égalité. On ne parle pas d'une relation de mentor ou de mentoré. On ne parle pas d'une relation, encore une fois, de parrainage. C'est vraiment d'égalité. On veut se baser ça sur le respect, puis en fait, c'est une relation d'amis qu'on veut créer. L'objectif principal du jumelage, c'est vraiment de créer des amis pour faciliter l'intégration aux nouveaux arrivants. Parce que changer de travail, par exemple, ou changer de milieu, ou changer de... Peu importe le changement qu'on fait dans notre vie, c'est pas facile, c'est difficile. Donc, imaginez quelqu'un qui arrive d'un autre pays ou d'une autre région, parce que ça peut aussi s'appliquer à des personnes d'ailleurs au Québec qui viennent s'établir en Abitibi. Donc, ça doit être incroyablement difficile d'avoir quelqu'un sur qui compter quand on a des questions, qu'on se sente pas gêné de les poser parce que la barrière de la culture est toujours là. Donc, d'avoir quelqu'un, un jumeau, ça permet justement de poser ces questions-là, puis d'avoir quelqu'un sur qui, j'aime pas le terme vraiment s'appuyer, mais on pourrait dire ça comme ça, en le comprenant toujours d'une façon que c'est pas personne n'est au-dessus de personne, c'est de égal à égal. Et toi, Salwa, est-ce que tu as eu un jumeau en arrivant ici grâce au Emrar? Oui, grâce au Emrar, on a eu un jumeau qui s'appelle Martin et sa famille. Sa femme, c'est une immigrante aussi, d'origine japonaise. Donc, on a fait une fusion culturelle, nous de l'Afrique, sa femme du Japon et Martin d'ici, du Canada. Donc nous aussi, on a la chance d'avoir un jumeau. Et je sais aussi que vous faites des activités interculturelles qui sont ouvertes à tous, en fait. Donc pas juste aux nouveaux arrivants, mais aussi aux personnes qui vivent ici depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, c'est quoi ces activités-là? Bien sûr, ça va. Donc, comme je t'ai dit, je suis agent d'attraction et de rétention au niveau PAC, c'est-à-dire Programme d'appui aux collectivités. Le but de ce programme, c'est de créer des activités interculturelles pour intégrer les gens, pour intégrer les nouveaux arrivants. Et quand on dit les nouveaux arrivants, ce n'est pas juste les personnes immigrantes, non. C'est les personnes qui viennent à l'extérieur du Québec, d'autres régions aussi, dans leur terre d'accueil. Donc, je veux commencer avec un exemple d'une activité interculturelle, c'est l'activité cuisine interculturelle. On a pris comme un exemple le Maroc. Donc, on a commencé par le Maroc parce que on a choisi le plat de tagine. Le tagine, c'est très connu au Maroc, traditionnel. Donc, le Emrar donne l'opportunité à tout le monde de goûter le tagine. Découvrir c'est quoi le Maroc, découvrir une nouvelle culture, un nouveau saveur. Donc le Emrar, il occupe d'acheter toutes les fournitures, toutes les ingrédients. On le met dans un sac et on donne à les populations locales et les personnes immigrantes aussi. Donc on peut dire que le Emrar te donne un ticket de voyager au Maroc gratuitement. Et maintenant, je suis en train de préparer une autre activité interculturelle cuisine, mais cette fois c'est japonaise, grâce au curé japonais. Et les inscriptions sont en cours maintenant. S'il y a d'autres personnes qui veulent inscrire, juste partir à notre page Facebook, Mouvement de la Relève, Région d'Amos. Je participe et on occupe tout après. Et aussi, on a passé un hiver qui c'est pas évident. C'est très frais. Oui, c'est très frais et pas évident du tout. C'est pas juste pour les personnes immigrantes, c'est aussi pour les Amosois aussi. Alors, pour sortir les gens à ces situations, on crée des activités de réseautage variées. Je te donne un exemple. La semaine passée, j'ai organisé une activité de réseautage qui s'appelle réseautage jeu questionnaire. Le but de cette activité, c'est pas juste sortir les gens à ces situations, non du tout. Le but essentiel, c'est de créer des relations amicales entre les personnes immigrantes et les Amosois. C'est de faire une liaison, c'est de l'échange entre les deux. Et aussi, on a des collaborations avec des organismes
Le but de ces collaborations, c'est de développer un volet interculturel dans des activités qui sont déjà existantes, comme le festival H2O. Donc, on a une collaboration avec H2O, on a une collaboration avec la Route des Terroirs et on est en train de développer d'autres collaborations. Et j'espère au fond de mon cœur de réussir de développer d'autres collaborations avec d'autres municipalités. C'est une chose très importante pour nous pour attirer les gens ici à la MRC, pour répondre à la demande de main-d'œuvre, pour réussir l'intégration des gens. Et aussi, on a 2 projets. On travaille maintenant à 2 projets. Le premier projet, c'est sensibilisation des propriétaires, parce qu'on sentit bien que les propriétaires, elles peuvent louer son logement à personnes immigrantes. C'est pour ça qu'on a une crise de logement. C'est pas évident de trouver un logement ici à Amos. Donc on développe, ou bien on travaille de sensibiliser les propriétaires et on travaille de développer un outil pour aider les employeurs au recrutement. Pour engager un employeur de l'extérieur ici, c'est pas évident du tout. Donc c'est pour ça qu'on travaille de développer des outils en recrutement pour les employeurs. Parce que votre mission, c'est pas juste d'attirer des gens, c'est aussi de les garder. Oui. Donc le volet rétention, ça se fait beaucoup par des activités puis par le réseautage, si je comprends bien. Oui, c'est ça. On veut pas les gens juste ne visitent pas. Non, on veut les gens restent ici à Amos. On a un bel endroit, c'est une belle région. Tout ce qu'on veut, on est ici. On a un climat différent. C'est pas on dit un hiver frais, c'est-à-dire c'était très frais. C'est pas au nord, c'est-à-dire très frais. Non, on a un climat normal aussi. Donc c'était normal pour les immigrants. Moi, je suis immigrant, moi, je trouve que ça c'est normal. C'est pas très 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 frais. Donc on a une université ici. Toutes les directions sont ici. Donc on veut garder les gens ici. On a besoin des personnes ici. Absolument. Puis même que moi, la semaine dernière, avec une de mes collègues, Sarah Jade, on est allé en séjour de recrutement, en fait, à Montréal, lors du Salon de l'emploi. Et puis, une des premières questions que les personnes qui vivent à Montréal, mais qui sont issues de l'immigration, nous posaient, c'est « Oh, c'est au nord du Québec », parce qu'on avait une carte qui expliquait, qui montrait bien où était l'Abitibi-Témiscamingue. Et puis, la première question des gens, c'était « Oh, c'est au nord, il fait froid ». Moi, je leur réponds, écoutez, c'est pas totalement vrai. Moi, ce matin, quand je me suis levé pour aller prendre ma marche dans les rues de Montréal, j'avais encore plus froid que chez moi parce que à cause de l'humidité. L'humidité, le fleuve. Donc, ici, on n'a pas cette humidité-là. Quand il fait moins 20, il fait moins 22. À Montréal, quand il fait moins 20, c'est moins 40. Fait que, il faut toujours peser le pour et la contre. Puis, une autre question qui revenait souvent que je trouvais vraiment, vraiment drôle, c'est « Ah, c'est loin. » Mais c'est loin de quoi? Parce que c'est assez vague comme question, mais c'est assez vague comme réponse aussi, dans le sens où, oui, c'est loin de la grande ville, définitivement. Mais est-ce qu'on a besoin d'être dans la grande ville? C'est sûr. Si on a notre famille et tout, ça fait loin, effectivement. Mais si on est nouvel arrivant, qu'on veut commencer une nouvelle vie, ou juste d'une autre région à ce moment-là, puis qu'on a envie de recommencer, puis de simplement commencer autrement, ça se fait très bien à ce moment-là. Là. On est loin, mais c'est un plus aussi, le fait d'être bien chez soi, dans un petit milieu isolé, qui est calme. Ça vaut la peine. Ça vaut son pesant d'or, comme on dit en bon français. Effectivement. Puis Amos, c'est comme un mélange entre les petits endroits comme quasiment en campagne des fois, puis une ville, parce que, tu sais, on a un centre d'achat, on a le centre-ville. C'est pas juste une petite ville où il n'y a rien, au contraire, c'est très vivant. Non, on a tout ici. On a tout ici. Tu sais, vous pouvez me prendre, moi, comme un exemple d'une personne immigrante ou bien d'une intégration qui est en cours de réussite. Tu sais, moi aussi, c'est la première fois que j'ai ici au Canada. J'ai pas l'idée de vivre au Canada. Moi, je suis mon mari ici. Donc, moi et mon mari, nous sommes des immigrants ici. C'est un nouveau monde pour nous. Donc, mais moi, grâce à Umrar, j'ai l'occasion de bien intégrer ici. Et on est hâte de créer beaucoup des activités pour garder les gens ici, pour
réussir l'intégration à ces gens, pour garder les gens avec nous aussi. Donc, on a besoin des activités, on a besoin des collaborations aussi. Absolument. Puis pour avoir travaillé justement, comme je disais, en restauration, mais plus précisément dans un restaurant tenu par un immigrant, je travaillais au Méditerranéo ici à Amos, probablement que les gens vont savoir un peu c'est où. Et puis, les gens sont ouverts ici à Amos puis en région à la diversité culturelle. Les gens adorent voir des nouveaux visages, des nouvelles couleurs, des nouvelles saveurs, du nouveau monde tout simplement. Ils sont accueillantes. Exact. Les Amosois sont accueillants. Exact. En fait, ce que j'aimais dire au salon de recrutement, c'est que, ouais, il fait peut-être un petit peu plus froid l'hiver chez nous, mais c'est pour ça qu'on est chaleureux comme ça. On a besoin de la chaleur de l'homme pour se réchauffer, de l'humain en fait. Donc, c'est important de miser sur les bons éléments, dans le sens où, à Montréal, quand on marche dans la rue ou à Québec, peut-être aussi probablement la même chose, on se sent comme personne parce que les gens marchent, regardent tout droit, puis jamais un hochement de tête, jamais un sourire. Tandis qu'ici, on marche en ville, les gens vont regarder, les gens vont sourire, les gens vont parler, les gens vont... C'est beaucoup plus facile d'avoir des interactions en région, mais au-delà de ça, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est une population chaleureuse ici en Abitibi-Témiscamingue, tout simplement parce qu'on aime la nouveauté, parce qu'on manque de nouveauté. Puis il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans un pays multiculturel. C'est ce qui fait la richesse de notre nation, en fait, à mon avis, à moi. Puis ça vaut cher de l'entretenir, ça vaut vraiment cher. Puis ça vaut la peine de mettre les efforts nécessaires pour entretenir ça aussi. Là. Par exemple, l'activité de cuisine que Salwa a faite au niveau du tagine, qui est un mets originaire de chez elle. Ça a été absolument merveilleux de voir toute la participation qu'il y a eu à ça. C'est 100... Combien de personnes, ça va? On a la chance de distribuer 111 sacs. 111 sacs. Oui. Qui est quand même pas rien. Tu sais, c'est des personnes qui font pas nécessairement affaire avec notre organisme. C'est des personnes qui ont vu passer ça, qui ont l'ouverture d'esprit d'essayer quelque chose de nouveau. Puis, justement, avec pour la cuisine japonaise, on est rondé 80. On est 100 places, on est rondé... Même pas une semaine, on le rendait 100 à 80. Je ne suis pas étonnée parce qu'on a une communauté d'adolescents qui aiment beaucoup le Japon. Exact, absolument. Avec les mangas, absolument. les animés. Là, bien sûr, c'est un plus. Puis justement, tu sais, d'avoir une jeunesse qui est aussi ouverte d'un point de vue culturel, ça fait juste prouver que leurs parents le sont tout autant. Parce que si ce ne serait pas de l'ouverture de leurs parents, les jeunes ne le seraient pas non plus. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire valoir. C'est quelque chose sur lequel il faut miser à ce moment-là, la diversité, puis chérir ça, parce que, encore une fois, je me répète, mais ça vaut cher. On est ce qu'on est parce que on est plein, on est différent, puis c'est beaucoup... un peu comme, tantôt j'ai parlé du MRAR vite fait, dans le sens où on touche plusieurs personnes, on touche plusieurs domaines à ce moment-là. Puis la société, c'est un peu comme un méga MRAR, dans le sens où on a toutes nos forces, on a toutes nos capacités. Puis en venant d'ailleurs, ça amène une façon de raisonner différente, qui est pas nécessairement la malvenue, dans le sens où ça peut juste faire du bien d'avoir des idées nouvelles qui sont différentes à ce moment-là, définitif. Sur ces belles paroles, je vais vous dire merci Manuel, merci Salwa. Merci à vous. Donc, poursuite de la grève des paramédics. Oui, c'est parce que ça fait un petit bout là, qu'ils font des manifestations. Ils font des manifestations parce que, notamment, ils veulent abolir les horaires de faction pour avoir des horaires à l'heure. Ça, on en a parlé beaucoup. Le 4 mai au matin, des ambulanciers se trouvaient à la lumière du centre Michel-Brière à Malartic pour distribuer des pamphlets qui dénonçaient leurs conditions de travail, qui expliquaient un peu c'était quoi leurs revendications. Et il y avait aussi une grande bannière mise sur le bâtiment de Dessercom qui s'occupe justement des ambulances à Malartic pour faire une fausse offre d'emploi qui disait tout ce qui fonctionnait pas, tout ce qui marchait pas dans leur travail, par exemple les horaires de faction, le fait qu'ils sont payés moins cher que tous les métiers d'urgence. Donc, c'était pour revendiquer là encore... Pourtant, ces premières lignes, là. Première ligne, t'as pas plus urgence qu'ambulancier, là, on s'entend. C'est sûr, il y a les pompiers aussi, tout ça, mais eux, ils sont payés quand même plus cher que des ambulanciers.
Donc, les gens qui veulent devenir ambulanciers, ils vont se tourner des fois vers d'autres métiers d'urgence mieux payés, comme infirmier, par exemple, aux urgences. Et aussi, ils vont aller vers des endroits où il y a des horaires à l'heure au lieu des horaires de faction. Donc, on a une grosse pénurie de main-d'œuvre dans les endroits aux horaires de faction. Moi, je trouve ça dommage qu'il y ait à se battre parce que, écoute, quand tu reçois une ambulance à la maison, s'il y a les personnes les plus rassurantes que tu peux avoir, c'est les ambulanciers qui sont les premiers à te... Alors, j'espère que ça, il y aura un bon dénouement pour tout ça. Retrait du masque, 14 mai. Oui! Là, tu prévoyais ça, on disait « on va pas trop s'avancer ». Finalement, on va pouvoir retirer le masque dès le 14 mai, sauf dans certains endroits comme le transport public, par exemple. Les hôpitaux. Dans les hôpitaux aussi, il faut le conserver. Si on a des symptômes puis qu'on n'a pas à s'isoler parce que nos tests sont négatifs, on s'est isolé une journée, il faut continuer à porter le masque. Si on vit avec une personne qui a la COVID, il faut porter le masque pendant 10 jours. Donc, il y a quand même des contraintes, mais on va pouvoir se promener à l'épicerie pas de masque, là, si on le désire. Sinon, on peut le garder. C'est ça. Je comprends qu'après, justement, un coup, on se dit, le masque, c'est plus obligatoire. Mais personnellement, le jour où je vais avoir un rhume ou quelque chose, je pense que je vais le mettre. Je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on en est arrivé, même si on serait plus dans une pandémie. Gars, je pense que c'est... Puis garder les habitudes de se laver les mains, les petits purels, je pense que ça devrait rester. C'est l'hygiène. C'est sûr qu'on a appris beaucoup de choses avec la pandémie. Après, c'est au bon vouloir de chacun. Il n'y a pas d'obligation. N'empêche que ça peut être bien vu par les autres. Là, on parlait qu'il faudrait porter le masque dans les transports en commun. On va continuer de parler de transport avec le transport adapté. J'ai eu une entrevue avec le transport adapté de Val-d'Or. En fait, ils craignent de devoir carrément arrêter le transport adapté parce qu'il manque de financement. Le gouvernement n'a pas envoyé les sous qu'il avait promis. Et ça fait en sorte qu'ils sont pas mal au jour le jour, ils ont de l'aide des municipalités, mais à un moment donné, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc, on me disait même en entrevue que c'était une question de jours là, avant que le service ne soit plus offert. Donc, on me disait ça. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'était une exagération? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, on va regarder l'entrevue puis on va voir que c'est quand même assez critique comme situation. Alors, M. Couture, vous êtes président de Transport adapté La Promenade de Val-d'Or. Oui, exactement. Et plusieurs organisations de transport adapté en région ont des revendications envers le gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer lesquelles? Bien, depuis, on va remonter un petit peu en 2021. Les sommes prévues par le ministère des Transports pour l'ensemble de la région devaient être versées normalement jusqu'à la fin décembre. On est rendu au 1er mai 2022. On n'a ni les sommes complètes versées, ni les engagements du ministère des Transports pour l'année 2022. Une chance que nos municipalités nous supportent dans cette démarche-là parce que du transport adapté en région, il n'y en aurait plus. Le drame, là, c'est que il manque 600 000 $ dans les budgets de l'ensemble des transports adaptés en région. Pour vous donner une ventilation un peu plus précise, à Rouyn-Noranda, on parle de 128 000 $, 114 000 à Val-d'Or, 108 000 à Moss, 61 000 Sainte-Terre, La Sarre, 125 000, Malartic, 52 000, Ville-Marie, 112 000. Alors, ces sommes-là, c'est pour 2021. Et le ministère nous dit vous êtes en retard dans la production de vos données, donc vous n'avez pas de l'argent. Et l'attaché du ministre Dufour a appelé la direction lundi matin pour se dire, écoutez,
les fonctionnaires sont débordés à Québec et c'est pour ça que les choses sont plus lentes. Mais les chèques devraient sortir, les engagements devraient sortir, les dettes devraient sortir. Sauf qu'on n'a toujours rien. Vous avez mentionné que la situation était critique et qu'il n'y aurait plus de services si vous n'aviez pas le support des municipalités. De quelle façon ils vous ont aidé à ce niveau-là? Mais en fait, les municipalités nous avancent des sommes d'argent. Et c'est comme ça qu'on survit. Puis c'est partout, on parle de la région, mais on parle de l'ensemble du Québec aussi. Toutes les régions sont en déficit présentement. Dans certains coins, c'est définitivement la clé dans la porte. S'il n'y a pas de somme versée dans les jours qui viennent. Et on ne veut pas que ce service-là disparaisse en région. Ce serait un drame tout à fait épouvantable. Les personnes handicapées ont besoin de services de transport pour la santé, pour le travail, pour les loisirs. C'est d'une importance, je vais prendre une expression qui semble peut-être énorme, mais c'est d'une importance capitale pour les personnes handicapées. Là, vous mentionnez que les personnes handicapées ont besoin de ce service-là. Combien de personnes, par exemple, à Val-d'Or, utilisent le service? De façon régulière, on parle de 400 personnes là, qui utilisent régulièrement le transport adapté. Il y en a plus, mais de façon plus régulière, si on veut. C'est quand même beaucoup de transport, beaucoup de personnes à faire circuler avec les moyens qu'on a aussi parce qu'on a des véhicules qui sont âgés. On a réussi à changer des véhicules, mais c'est toujours difficile financièrement de le faire. Il reste que c'est beaucoup de personnes, beaucoup de transports par semaine. Il y a des périodes où les chauffeurs sont débordés. La répartition est débordée aussi. Alors, c'est pas jojo. On n'a pas de personnel en surplus au transport adapté en région. On mentionnait aussi qu'il y a des gestionnaires qui envisagent de démissionner parce que, pour différentes raisons. Est-ce que vous en connaissez personnellement des personnes qui disent là, c'est trop pour moi? En fait, moi-même, je dois vous dire que c'est une situation qui, après plusieurs années d'implication bénévole au transport adapté, c'est décourageant. On est moins motivé et on a peur de perdre des gens proches de nous qui ont d'autres choses à faire que de se battre pour des choses qui devraient être normalement acquises. Dans le fond, ce qu'on demande au gouvernement, là, c'est simple, c'est un financement récurrent et flexible. Flexible, ça veut dire, si on a des projets, on dessert la ruralité. Dans certains coins de la région, là, je pense au Témiscamingue, au coin de la Sarre, Amos, où il y a beaucoup de municipalités, de petites municipalités. La ruralité, c'est important. C'est un coin où on doit aller. Mais on doit aller avec des moyens, des fois, pas nécessairement en autobus, mais en taxi adapté. Rouen, j'ai appris la semaine dernière que Rouen avait perdu leur seul taxi adapté pour donner le service. Alors là, c'est un drame présentement à Rouen qui se joue parce qu'on compte énormément sur les taxis adaptés pour nous soutenir dans notre transport. Vous avez fait un parallèle entre le REM de Montréal et le tramway de Québec en disant que le transport dans les grandes villes semble plus important que le transport adapté en région. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre façon de voir les choses? Écoutez, on a encore vu cette semaine, la semaine dernière,
la mairesse de Montréal et le premier ministre prendre l'engagement que maintenant, le REM serait dirigé par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, le projet du REM. Puis, c'est des milliards, on parle de milliards de dollars. On est loin de milliards de dollars dans le cas des transports adaptés. On est à la petite semaine, on fait du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et, ma foi, c'est inconcevable. On comprend que Montréal a besoin de ces services-là. On comprend que Québec a besoin de ces services-là. Mais il ne faut pas oublier les régions. Les régions au Québec, là, c'est important. C'est majeur. Ce n'est pas juste le transport adapté, c'est une vie. On vit en région parce qu'on a choisi de vivre en région. Et pour ça, on va être pénalisé. Ça n'a aucun sens. Les citoyens, les personnes handicapées sont traitées comme des gens de 3e, 4e, 5e zone. On ne sait plus quoi faire pour essayer de se faire comprendre, entendre par le gouvernement et par le ministère des Transports. Si vous pouviez lancer un message directement au ministère des Transports, au gouvernement, qu'est-ce que vous leur diriez? Bien, je vais vous répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure, un financement récurrent pour pas qu'on soit obligé d'année comme actuellement, on ne soit pas obligé de quémander ce qu'on nous donne, ce qu'on doit nous donner. Un financement récurrent et flexible. Flexible, ça veut dire si on a des projets de desserte de notre ruralité, bien, qu'on nous donne les moyens de pouvoir présenter les projets et de les faire accepter. Présentement, comme je vous ai dit, on y va avec le minimum et on voudrait faire plus, mais on n'a pas le financement pour le faire. Alors, ce qu'on demande, nous, ce qu'on veut, là, dans le fond, c'est tout simplement avoir un transport qui dessert la population de personnes handicapées, qui a des droits comme toute personne au Québec, en région et en Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, M. Couture. Et on va conclure avec les faits insolites. Le même dépanneur, l'arrêt d'amis situé sur la rue d'Aricana. Tu connais ce dépanneur-là? Je ne connais pas, je n'ai pas d'amour, alors je ne connais pas. Il y a un gars la semaine dernière qui a gagné 75 000 $, M. Roy. Et quelques mois avant ça, il y a un gars qui aurait gagné 100 000 $. Oui, en fait, non pas quelques mois. Les deux, ça a été en avril. Avril, donc Donc, les deux ont gagné dans le même mois un total de 175 000 $. Donc, si vous voulez aller vous acheter des billets, vous savez où aller. Des billets, en même temps, on peut prendre n'importe quel billet. C'était des billets différents. Un, c'était la poule aux œufs d'or et l'autre, je pense, c'était Québec. Tirage de Québec 49. Imagine. Alors, écoute, c'est la coïncidence qu'on peut avoir avec ça. As-tu déjà gagné pour le fun à la des 4 $ puis des choses comme ça. Je m'achète jamais de billets, j'en prends si on m'en donne en cadeau puis c'est tout. Donc, c'est ce qui va conclure l'Actu Plus de la semaine. On se rejoint la semaine prochaine pour un prochain épisode de l'Actu Plus. Salut!